Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 3 février 2026 et notre cher ami Patrick Henningsen est avec nous. Bon retour parmi nous, Patrick. C'est un plaisir d'être avec toi, Nima. Patrick, commençons par la situation en Asie de l'Ouest. Compte tenu du conflit entre les États-Unis et la Chine et l'Iran, nous avons appris que Steve Witkoff se trouve en Israël où il discute avec des Israéliens des négociations. Que demande Israël? Quels sont les principaux points de vue du côté israélien? Et comment serait-il possible de conclure un accord en tenant compte du point de vue israélien? Un accord entre les États-Unis et l'Iran. Eh bien, tout d'abord, je ne pense pas que le point de vue israélien, en tant que tel, doive intervenir dans les négociations. Je pense que ce qui s'est passé en juin dernier, lorsque des négociations avaient lieu à Oman et que l'Iran négociait de bonne foi pour tenter de désamorcer la situation et de parvenir à un arrangement amiable avec les États-Unis et ainsi apaiser les Israéliens, c'est que les Israéliens ont profité de cette occasion pour lancer une attaque surprise contre l'Iran. Et non seulement une attaque surprise, mais aussi une tentative d'éliminer son gouvernement, sa direction et de déstabiliser le pays. Donc vous savez, cet acte de guerre effrontée qu'ils ont mené absolument en partenariat avec les États-Unis. Ils aiment faire semblant qu'il existe un jeu du bon et du mauvais flic entre les États-Unis et Israël. C'est le même genre de jeu, du bon et du mauvais flic avec l'OTAN et l'Ukraine. Vous savez, on permet à l'Ukraine d'attaquer la Russie, et l'OTAN ou les États-Unis disent « ce n'est pas nous, c'est Zelensky. Il est juste un peu trop échauffé. Désolé qu'il ait essayé de t'assassiner Vladimir Poutine. » Et cela bloque toute possibilité d'avancer dans les négociations. C'est la même chose ici. Les États-Unis font semblant qu'Israël est un chien enragé qu'ils tiennent en laisse, mais qu'ils ne contrôlent pas totalement. Écoutez, chaque aspect de l'armée israélienne, chaque aspect, est coordonné, soutenu et facilité par les États-Unis à 100%. Donc ce que je pense, c'est que, tout d'abord, les Iraniens le savent, évidemment. Une grande partie de tout cela n'est que du théâtre, pour les relations publiques, pour la géopolitique, pour servir les intérêts de Washington. Mais Steve Witkoff n'est pas vraiment un diplomate. Il n'a aucun poste officiel au sein du département d'État américain, ni de la Maison-Blanche. C'est un envoyé spécial. Il n'a pas été confirmé par le Sénat. Et si l'on regarde ses résultats au cours des... cela fait maintenant plus de 12 mois, prenons l'Ukraine et Gaza, par exemple. Des échecs patents, des échecs totaux. Cela n'a pas vraiment donné grand-chose. Oui, ils avancent peut-être vers une sorte d'accord en Ukraine, mais cela a pris une éternité. Et la situation à Gaza est pleine de problèmes. C'est une catastrophe totale. Witkoff et Kushner, le gendre du président, ont essentiellement trahi les Palestiniens pour faire place, vous savez, à une sorte de complexe 5 étoiles, une communauté planifiée pilotée par l'IA pour milliardaires sur la bande de Gaza, construite sur les corps de centaines de milliers de Palestiniens autochtones. Voilà donc ce que recherche vraiment Steve Witkoff. Les opportunités économiques, et faire ce qu'il considère juste pour Israël. Ce n'est pas un envoyé américain, c'est un atout israélien, Steve Witkoff. Il prend la parole lors d'événements du lobby israélien, de dîners de gala, pendant les négociations. Il est là-bas, tu sais, en train de faire son numéro à New York devant le lobby israélien. Ce qui est tout simplement inacceptable si l'on est impliqué dans quelque chose de sérieux. Donc tu sais, Israël a déjà fait connaître ses exigences à Washington. Et maintenant, si les États-Unis voulaient s'en écarter quelque peu, en d'autres termes, si Donald Trump a certains besoins politiques qui l'obligent à donner une certaine image au public américain,
à son parti, au lobby israélien sur le plan intérieur. Cela peut être distinct des calculs militaires. Il y a des rapports selon lesquels les États-Unis et Israël ne seraient pas totalement coordonnés sur la stratégie pendant cette phase d'escalade militaire. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire si j'y crois ou non. Ce que je pense, c'est que, pour les États-Unis, Israël veut renverser le gouvernement iranien. Point final. Non seulement cela, mais ils veulent aussi diviser l'Iran en régions plus petites. Ils veulent lui faire subir le même sort que la Syrie. D'accord? C'est ce que veut Israël. Tout le monde le sait. Mais Israël ne peut rien faire sans entraîner les États-Unis pour faire le gros du travail à sa place. C'est là la différence. Donc, c'est une affaire à trois. Ce n'est pas une affaire à deux, entre les États-Unis et les Iraniens. C'est une affaire à trois, Israël, les États-Unis et l'Iran. Et si les États-Unis ou Israël lancent une nouvelle guerre d'agression non provoquée contre l'Iran et que les Iraniens ripostent, alors ce ne sera plus une affaire à trois. On parlera de 6, voire 7 pays immédiatement et directement impliqués. Et parce que, pour les Iraniens, ils ont déjà clairement indiqué ce qui allait se passer. L'Iran vise une dissuasion maximale. Ils ont déclaré « Toute attaque contre nous sera considérée comme une attaque d'Israël et des États-Unis, et nous nous réservons alors le droit de frapper des cibles américaines dans la région, des cibles militaires, ainsi qu'Israël. » C'est donc très complexe. Pour les États-Unis, il y a beaucoup de risques à évaluer par rapport aux bénéfices. Et je ne vois aucun avantage à court terme pour les États-Unis. C'est là le problème. Il n'y a aucun gain immédiat. Les États-Unis prendraient d'énormes risques, dépenseraient une quantité massive de puissance militaire sans rien obtenir en retour, rien de tangible à court terme. Ce n'est généralement pas une bonne équation politique, surtout pour un président transactionnel comme Donald Trump. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles nous assistons à cette pause stratégique. Et je ne vois vraiment pas, à moins qu'il n'existe une arme miracle ou un nouveau missile THAAD perfectionné, ou encore un David Sling 3.0. Je ne vois vraiment pas comment Israël pourrait se protéger d'un barrage de missiles soutenus, de salves provenant de la République islamique d'Iran, du CGRI. Je n'y crois pas, car ils n'ont pas tout donné la dernière fois. Et nous le savons tous, Nima. Si cela avait continué, si la guerre de 12 jours avait duré 24 jours, cela aurait déstabilisé le gouvernement Netanyahou. Et non seulement cela, mais cela aurait porté un coup terrible, alors que les dégâts étaient déjà considérables en Israël et au sein des établissements militaires israéliens. Les Iraniens ont causé de réels dégâts. Si cela avait continué pendant 2 semaines, je pense vraiment qu'on aurait pu assister à une fracture potentielle de la société israélienne, à la remise en cause même de sa continuité. C'est pourquoi les Israéliens ont supplié les États-Unis d'intervenir et de lancer l'opération Marteau de minuit, afin de mettre un terme au conflit à ce moment-là. Car il était clair que l'Iran disposait encore de suffisamment de munitions pour poursuivre, tandis qu'Israël n'avait plus rien pour riposter. Et il en va de même pour les États-Unis. Combien de temps peuvent-ils continuer à maintenir un bouclier protecteur autour de l'État d'Israël? Surtout Nima, si les Saoudiens ont fermé leur espace aérien ou si les Irakiens ont officiellement fermé le leur. Alors vous savez, il existe encore des moyens d'attaquer l'Iran, mais l'équation devient soudainement beaucoup plus complexe à ce stade et de nombreux problèmes peuvent surgir sur le plan tactique pour les États-Unis. Donc, ce qu'il reste, et je vais conclure là-dessus, Nima, puis nous pourrons entrer dans les détails, ce n'est pas une désescalade de la part des États-Unis. Ce n'en est pas une. C'est une pause. Israël est clair sur ce qu'il veut. Nous savons que ce que Washington veut, c'est ce qu'Israël veut. Il n'y a aucune différence entre eux.
Je vois donc cela comme une pause tactique que l'administration Trump va essayer d'utiliser pour créer une certaine forme de levier tactique. Mais la question demeure, dans quel but? Juste pour mener une guerre au nom d'Israël. Parce que c'est la seule chose que je vois. Les États-Unis ne s'intéressent pas à un accord nucléaire. Ils en avaient déjà un. Ils sont pratiquement en train de reconstruire le JCPOA. Je veux dire, Moscou semble être exactement revenu à la situation d'avant avec l'accord nucléaire iranien, que Trump a essentiellement réduit en miettes après la première année de son premier mandat. Et maintenant, ils y reviennent. Donc pour moi, c'est insensé. Mais cela montre bien tout ce théâtre venant de Washington. Faire semblant de vouloir la paix, faire semblant de vouloir un accord, pas un traité, mais un accord. Qu'est-ce qu'un accord? Un accord peut être modifié en un instant. Personne ne sait ce qu'est un accord avec Trump. Ça change toutes les 24 heures. C'est bien là le problème. Exactement. On le ressent quand on est en Iran. On voit bien que personne ne croirait que Steve Witkoff puisse être un négociateur fiable, car il trompait littéralement les Iraniens avant l'attaque israélienne contre l'Iran. C'est vrai, c'est à mon avis le pire cas concernant Witkoff au cours des 12 derniers mois, après l'affaire de Gaza. Je pense que c'était l'un des comportements les plus dévastateurs de la part de Steve Witkoff. Et quand on regarde la situation ici en Iran, ils disent que personne, ni dans le renseignement, ni dans l'armée, n'est optimiste quant à une issue positive des négociations. C'est pourquoi ils sont totalement préparés, à 100%, à défendre l'Iran. Ils ont dit qu'ils étaient prêts. S'ils sentent que les Israéliens ou les Américains attaquent l'Iran, ils répondront immédiatement. Ils ne vont pas faire preuve de patience face à une quelconque attaque. D'un autre côté, nous savons que Donald Trump n'est pas vraiment intéressé par des guerres prolongées. Il n'en a pas la volonté. À mon humble avis, je pense que Donald Trump ne veut pas dépenser de l'argent pour quelque chose dont il ne tire aucun bénéfice. Il ne tire aucun avantage d'un conflit. C'est là, selon moi, la clé lorsqu'il s'agit de Donald Trump et d'une guerre avec l'Iran. Nous avons appris, grâce aux médias dominants en Occident, que les conseillers de Trump l'ont informé que s'il déclenchait une guerre contre l'Iran, ce ne serait pas une guerre rapide. Ce serait une guerre prolongée, une guerre d'usure, qui apporterait beaucoup de complexité et, vous savez, une accumulation de munitions dans la région. Ce serait énorme si cela se produisait. Et la région sera, comme l'a mentionné le guide suprême de l'Iran, vous savez, le théâtre d'une guerre régionale. Ce ne sera pas une guerre uniquement entre l'Iran et les États-Unis ou Israël. À quel point, selon vous? D'un autre côté, encore une fois, je pense que l'attaque pourrait survenir à tout moment, comme nous en avons parlé, dans 30 minutes, dans 2 heures. C'est la fragilité de la situation à laquelle les négociateurs iraniens sont confrontés, à mon avis. Jusqu'où pensez-vous que les États-Unis pourraient aller contre l'Iran s'ils décidaient d'attaquer? Parce que Netanyahou dit que s'ils ne peuvent pas obtenir leurs conditions, s'ils ne peuvent pas imposer leur point de vue aux États-Unis, à l'Iran ou à tout accord possible entre les deux parties, alors ils attaqueront l'Iran unilatéralement. Comment voyez-vous l'ensemble de la situation en tenant compte des États-Unis et d'Israël? Eh bien, vous savez, si Israël attaque l'Iran unilatéralement, alors, eh bien, cela va. Premièrement, si c'est une attaque conventionnelle, provoquer des représailles. Si c'est plus qu'une attaque conventionnelle, on parle alors de tactique. Je veux dire, le simple fait que nous en parlions est un énorme problème, que nous mentionnions même des armes nucléaires tactiques ou même des armes stratégiques, des armes nucléaires, des armes thermonucléaires à grande échelle. Le fait que cela entre même dans l'équation, dans la conversation, est extrêmement inquiétant.
C'est précisément ce que les États-Unis et les grandes puissances sont censés faire, dissuader cette possibilité. Cela nous ramène aussi à l'une des questions fondamentales dans tout cela. Pourquoi? 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 Vous savez, il y a 3 semaines, Donald Trump disait « Oh, nous devons protéger les fragiles pousses vertes de la démocratie qui germent à Téhéran, les manifestants pacifiques. C'est pour cela que nous rassemblons une armada au large du golfe Persique, dans le golfe d'Oman, pour protéger la démocratie. » Donc c'est comme si nous revenions à Samantha Power. D'accord, nous revoilà avec John Bolton, Samantha Power encore, Obama et les néoconservateurs. Et puis 2 semaines plus tard, il ne s'agit plus de démocratie, c'est le programme nucléaire. Oh, l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Un autre tweet furieux de ce président capricieux. Et je pensais que vous aviez détruit leur programme nucléaire. Je croyais que tout cela était réglé en juin, Monsieur Trump. Apparemment non. Et maintenant, quelques jours plus tard, il change encore de cap. Non, non, ce sont les missiles balistiques, ce sont les ICBM. Ils ne peuvent pas avoir de missiles. Ils ne peuvent pas avoir de missiles. Quoi d'autre ne peuvent-ils pas avoir? C'est la direction. Non, non. Maintenant, c'est la direction. Nous avons besoin d'un changement de régime. Il faut faire un Maduro. Vous savez, il doit démissionner, ou nous allons le tuer, ou probablement nous ne pourrons pas le kidnapper. Et ensuite, quelle est la prochaine étape? Alors, toutes ces choses, pourquoi? Rien de tout cela n'est crédible. Rien de tout cela n'est crédible du tout. Et donc, s'il s'agit de... Prenons simplement la question nucléaire, car c'est un sujet autour duquel tout le monde pourrait au moins se rassembler pour trouver une solution, puisqu'ils l'ont déjà fait auparavant avec le plan d'action global commun, le P5+1. Prenons cela un instant. Je me souviens, je crois que c'était il y a 1 an, un peu plus d'1 an, j'ai publié mon plan de paix sur X, et dans ce plan, j'ai conseillé au gouvernement iranien, faisons un autre JCPOA. Cependant, comme le premier a échoué, et puisque nous avons déjà été attaqués par Israël, l'Iran serait très heureux de signer un nouveau JCPOA avec Trump, avec Moscou prenant l'uranium enrichi via Rosatom. Nous pouvons faire cela. Cependant, à une seule condition. Israël doit s'ouvrir aux inspections de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et doit signer un accord de non-prolifération comme tous les autres États nucléaires. Car il n'est juste à aucun niveau que les États-Unis puissent bombarder et attaquer une nation souveraine sur la base d'une menace nucléaire, sans aucune preuve qu'il existe ou qu'il soit en cours de développement une arme nucléaire en Iran. Et ils ont le droit de le faire. Et même le pays qui pousse les États-Unis à agir ainsi, le pays qui se réserve le droit de frapper unilatéralement la République islamique d'Iran, abrite lui-même un arsenal nucléaire secret estimé entre 70 et 300 ogives. Et donc, il devrait être ouvert aux inspections s'il s'agit de mettre l'Iran sous pression et de le tenir pour responsable, de tenir le régime pour responsable, comme on dit. Eh bien, qu'en est-il d'Israël? C'est de loin le principal agresseur de la région. Et ils ont des armes nucléaires, mais personne n'a le droit de les connaître ni de les voir. En réalité, Israël a été, et c'est le jeu que tous ceux qui prêtent attention ont compris depuis longtemps, parce qu'il possède un arsenal nucléaire non déclaré, le seul pays au monde à bénéficier d'un tel privilège. Ils sont capables de faire chanter chaque pays, y compris les États-Unis d'Amérique. Donc, le livre de Seymour Hersh, The Samson Option, n'est qu'un exemple de ce à quoi pourrait ressembler ce type de chantage nucléaire. Alors, vous savez, si l'on parle d'équité, de réciprocité, de justice internationale,
de création de la paix dans la région. C'est un peu fort de la part d'un pays qui comparaît devant la Cour internationale de justice pour génocide, tout en abritant un arsenal nucléaire secret, de faire la leçon aux autres, sur qui représente une menace en Asie occidentale. À ce stade, cela devrait dépasser le stade de la plaisanterie. Les Européens et tous les autres doivent bientôt ouvrir les yeux. Je pense que la Russie et la Chine comprennent le jeu et qu'elles le jouent avec beaucoup de prudence. Je pense que la Russie a fait un grand geste. Poutine a essentiellement dit « Hey, je suis là pour aider ». Nous allons ramener l'excédent d'uranium enrichi exactement au niveau où nous en étions pendant le premier mandat de Trump, avant qu'il ne détruise le JCPOA. Mais il a fait cela sur les ordres directs du bureau de Benjamin Netanyahou, qui transmet ensuite ses ordres par l'intermédiaire du lobby israélien. Ensuite, le président subit la pression de tous les membres du Congrès et des sénateurs, et d'un président qui veut maintenir le gouvernement ouvert malgré le déficit budgétaire et les fermetures administratives. Il y a toujours une crise à Washington. Ainsi, le lobby israélien est très habile à exercer des pressions dans ce genre de situation pour obtenir ce qu'il veut, en utilisant le Congrès et le Sénat, dont pour la plupart, je dirais que 70% sont achetés et payés par le lobby. Mais encore une fois, ce lobby ne fait essentiellement que suivre les directives de Tel Aviv, du bureau de Netanyahou. Voilà ce qui se passe réellement. Et tout le reste, oui, une grande partie, n'est que du théâtre. Donc, clairement, ce n'est pas une désescalade. Je pense que ce que les États-Unis doivent évaluer, Nima, ce ne sont pas seulement les gains minimes qu'ils pourraient obtenir en frappant l'Iran pour une raison ou une autre, mais aussi le risque de perte, de conséquences négatives, même s'ils déploient un immense arsenal et tout ce qui s'ensuit. L'autre problème, c'est que les États-Unis ont tellement d'actifs navals stationnés dans la région. C'est extrêmement dangereux. La dernière fois qu'une situation semblable s'est produite, c'était pendant la guerre Iran-Irak, vers la fin, entre 1987 et 1988, lors des guerres des pétroliers, qui furent un désastre total. La situation est bien plus complexe aujourd'hui dans la région, car à l'époque, les États-Unis escortaient les pétroliers koweïtiens. Et c'est assez ironique. Les États-Unis rebattaient tous ces pétroliers sous leur pavillon à l'époque. Et maintenant, ils font la leçon aux Russes sur le fait de rebâtir des navires. Mais les problèmes étaient énormes. C'était très compliqué. Même un cuirassé américain a été touché par, je crois, un missile Exocet irakien, et 37 marins américains ont été tués. Les États-Unis ont également abattu un avion de ligne iranien. Je crois que c'était le vol 655, ce fameux incident où tout le monde à bord a péri. C'est le genre de complication à laquelle on va être confronté si, par exemple, le détroit d'Ormuz est fermé. Je ne pense pas que l'Iran va miner le détroit, mais ce n'est pas à exclure. Les États-Unis voudraient soit empêcher l'Iran d'envoyer du pétrole vers la Chine ou l'Asie, soit escorter leurs alliés pour permettre à leur cargaison de carburant de passer. Je ne pense pas que cela va bien se passer cette fois-ci, car l'Iran est aujourd'hui bien mieux équipé qu'il ne l'était en 1987. Vous savez, les missiles mer-mer, anti-navires, cela ne va tout simplement pas se produire. Donc, tous ces éléments doivent être pris en compte par les Américains. Ils ne vont pas forcément obtenir un très bon résultat. Et d'ailleurs, les images d'un navire américain en train de fumer et de couler, je veux dire, cela avait mis fin brutalement à ce conflit. Et c'était aussi une très mauvaise image pour Washington à l'époque. Maintenant, imaginez que cela se reproduise et que la personne à l'origine de tout cela soit Donald Trump. Le prix politique à payer, il est déjà en chute libre dans les sondages. Je veux dire, la cote de popularité de Donald Trump chute à une vitesse incroyable. Sur le plan politique et intérieur, aux États-Unis,
avec le fiasco de l'ICU, l'effondrement de ses sondages et les élections de mi-mandat qui approchent en novembre, je ne pense pas qu'il puisse se permettre de déclencher une autre guerre. Surtout après avoir mené sa campagne en se présentant comme, vous savez, le président de la paix. Il avait dit qu'il ne lancerait pas de guerre de changement de régime. Et le voilà non seulement en train d'en commencer une, mais potentiellement de déclencher une guerre régionale qui pourrait très facilement se transformer en conflagration mondiale. Très facilement. Et tout est en jeu en ce moment. Alors tu sais, je pense qu'ils pensaient, Nima, qu'ils pouvaient amplifier les émeutes et déstabiliser suffisamment la police, la société et le gouvernement iranien pour ensuite intervenir avec une certaine force militaire afin de créer encore plus de chaos et que cela encouragerait d'une manière ou d'une autre un soulèvement. Mais ça n'a pas marché. Cela n'a clairement pas fonctionné pour les Israéliens et les Américains. Et ils ont essentiellement dû, tu sais, s'exfiltrer de cette situation. Je pense qu'ils croyaient vraiment pouvoir mener une opération de changement de régime à faible coût et à faible risque. Peut-être qu'ils se sentaient un peu trop confiants après le Venezuela, pensant pouvoir en réussir un autre coup de maître. Mais cela ne s'est pas produit. Nous voilà donc dans la situation actuelle qui est un grand face-à-face. Et encore une fois, Nima, il ne s'agit pas seulement de l'Iran, des États-Unis et d'Israël. Nous parlons de l'Irak, nous parlons de l'Arabie saoudite, nous parlons de Bahreïn, nous parlons de la Jordanie, nous parlons de la Turquie, nous parlons des Émirats arabes unis, nous parlons du Yémen. Il n'y a aucun scénario dans lequel l'Arabie saoudite mènerait une guerre sur deux fronts contre le Yémen et l'Iran. Ce serait une catastrophe, et l'Arabie saoudite sait qu'elle perdrait. Elle pourrait dire adieu à ses raffineries de pétrole à ce moment-là, et les Émirats arabes unis paieraient eux aussi un prix énorme. C'est pourquoi les Arabes du Golfe formulent leurs déclarations avec beaucoup de prudence à ce sujet. Ils ne veulent pas être perçus comme les facilitateurs d'une guerre d'agression contre l'Iran. C'est donc, tu sais, une situation très complexe, très compliquée. Patrick, tu as mentionné l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, tous ces États arabes du Golfe Persique. J'inclurai aussi le Pakistan et la Turquie dans ce calcul. Il semble qu'ils participeront aux discussions de vendredi entre le ministre iranien des Affaires étrangères et Steve Whitcomb. Quelle est la principale préoccupation des États arabes? Car après tout, je pense qu'ils ne veulent vraiment aucune forme d'escalade entre l'Iran et les États-Unis. Mais du côté du conflit entre les Arabes, le conflit à Gaza, qui à mon avis a été la principale raison de la frappe israélienne à Doha, cela a radicalement changé tous les calculs des États arabes. Et maintenant, la possibilité d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis se profile. Ce n'est pas quelque chose à ignorer. Ils seraient dévastés par cette guerre si elle devait éclater. Comment voyez-vous les actions de ces gouvernements? Et quelle influence ont-ils réellement pour exercer des pressions ou faire du lobbying auprès des États-Unis, si l'on peut dire les choses ainsi? Car ils comprennent la dévastation qu'entraînerait une escalade entre l'Iran et les États-Unis, ou peut-être même avec Israël. Oui, c'est de cela qu'il s'agissait avec les accords d'Abraham. Le but était de diviser le monde arabe en camps pro-israéliens et anti-israéliens. La seule chose capable de freiner Israël, c'est la solidarité arabe. Si les pays arabes sont unis, Israël est alors très limité. Il y a très peu de choses qu'ils puissent faire. Et les États-Unis sont également limités par extension. Mais parvenir à l'unité dans le monde arabe s'est révélé presque impossible. Le Liban en est un parfait exemple. Le Liban n'arrive même pas à s'unir après avoir été bombardé massivement par Israël,
avec des milliers de Libanais tués, des centaines de milliers de maisons rasées, des terres volées par Israël et à nouveau occupées militairement. Et malgré tout, on n'arrive toujours pas à obtenir la solidarité dans un pays comme le Liban. C'est très sectaire, bien sûr, mais cela montre à quel point le monde arabe est divisé. Le leadership doit donc venir, malheureusement, des États du Golfe, en particulier du plus dominant d'entre eux, le Royaume d'Arabie Saoudite. Ils doivent assumer un leadership moral. Ils doivent être une puissance d'équilibre pour éviter une guerre régionale. Et l'ayatollah al-Sistani a été très clair. Si les États-Unis mènent cette attaque contre l'Iran, et s'ils utilisent l'espace aérien irakien pour le faire, l'Irak pourrait être contraint d'agir à ce moment-là pour préserver sa souveraineté sur son espace aérien. Mais nous parlons d'un djihad mondial ou d'une fatwa pour une mobilisation totale, du moins dans l'ensemble du monde chiite. Donc, vous avez la 5e flotte, la flotte américaine, basée à Bahreïn. La population y est majoritairement chiite. L'Arabie saoudite compte un important contingent chiite. J'inclurais le Yémen dans cette catégorie, même s'ils ne sont pas exactement identiques à cet égard. Mais malgré tout, ils sont clairement alliés dans cette cause. Et nous retrouvons également cette situation en Syrie et bien sûr en Irak même. Les États-Unis n'ont plus le contrôle politique sur l'Irak qu'ils exerçaient autrefois, ni l'influence qu'ils avaient auparavant. Ils l'ont vraiment perdu. Nous en sommes aujourd'hui en Irak à un point très similaire à celui de 2014. C'est pourquoi on voit des figures comme Nouri al-Maliki revenir pour potentiellement prendre la direction du pays. Les États-Unis et Israël le détestaient parce qu'il assumait sans détour le fait que l'identité nationale irakienne soit majoritairement chiite. Mais qu'est-ce qui accompagne cela? Ce qui accompagne cela, c'est la coordination entre les instances politiques et religieuses. Et c'est pour cette raison qu'ils ont pu repousser l'État islamique, grâce à la fatwa de juillet 2014 de l'ayatollah al-Sistani, qui a conduit à la création des unités de mobilisation populaire, le Hashd al-Shabi, lesquelles ont finalement vaincu l'État islamique en Irak. C'est eux qui l'ont fait. Ce n'était pas l'armée des États-Unis, et certainement pas les Britanniques. Mais l'Occident s'est attribué le mérite de cette défaite de l'État islamique, alors qu'il n'a mené aucun combat sur le terrain. Ce sont les Irakiens qui ont combattu sur le terrain. Et ce qui était remarquable dans tout cela, et cela illustre la différence entre l'Irak d'aujourd'hui et celui d'il y a 20 ans, c'est que ces PMU comprenaient des forces sunnites, chiites, chrétiennes, yézidis et kurdes fighting. Ainsi, une représentation à spectre complet de la société irakienne, du moins dans le sud de l'Irak, sans inclure bien sûr le GRK, même s'ils ont eux aussi participé quelque peu à ce combat. Mais cette fois, Daesh n'aura pas l'effet de surprise. Et bien qu'ils aient été relâchés par Jolani et les États-Unis, jetant les Kurdes, les forces des FDS, sous le bus en Syrie, comme les États-Unis le font habituellement avec les Kurdes, les abandonnant une fois qu'ils n'en ont plus besoin, Daesh sème désormais le chaos. Les prisons sont vides. Je pense que Daesh va se tourner vers l'Irak pour le déstabiliser et le provoquer. Mais Daesh n'aura pas l'effet de surprise qu'il avait en 2014. Les Irakiens seront plus ou moins prêts à les affronter, et le réseau des PMU est présent dans chaque ville et village à travers l'Irak. De plus, ils pourront facilement mobiliser 50 000 hommes supplémentaires s'ils le souhaitent. Ils en avaient mobilisé plus de 120 000 la dernière fois. Et maintenant, nous sommes quoi? 10 ans plus tard, 12 ans plus tard. Il y a beaucoup de jeunes recrues prêts à rejoindre cet effort. Et ils sont intégrés au sein du ministère de la Défense. Cela fait partie de la structure militaire irakienne. Donc, vous voyez, c'est pour cela que les États-Unis ont évacué leurs moyens d'Irak.
tous les équipements lourds américains ont été retirés. Parce qu'au moment où les tirs commenceraient entre l'Iran et les États-Unis, toute cible américaine en Irak deviendrait légitime. Et donc c'est le fait que les États-Unis aient déplacé leurs moyens et leur personnel militaire est un signe fort que les États-Unis ont l'intention d'attaquer l'Iran. Ils n'auraient pas cette mononisation autrement. À moins qu'ils n'y soient absolument obligés. Donc on en revient à ceci. Vous savez, les États-Unis ont démontré, du moins du point de vue de Trump, qu'ils avaient établi dans leur esprit une préparation opérationnelle en déplaçant leur soi-disant armada dans la région. Les États-Unis sont, selon eux, prêts pour quelle que soit leur opération. Je ne sais pas quelle serait cette opération, mais peut-être que les émeutes étaient censées être le déclencheur de la prochaine vague. Cela pourrait encore être le cas. Donc ils disposent bien d'une préparation opérationnelle. Ils vont maintenant s'en servir pour pousser et faire pression sur les Iraniens et leurs alliés dans la direction qu'ils souhaitent afin de conclure un accord. Mais le problème, c'est que personne ne pense qu'un quelconque accord auquel les États-Unis, cette administration, consentirait serait durable ou significatif, ni même que les États-Unis soient capables de conclure un accord. Je pense que cette illusion a désormais disparu, puisque pratiquement tout le monde dans le monde a vu ce que les États-Unis ont fait. Cela signifie donc que l'Iran n'a en réalité qu'un seul choix, se préparer à la guerre, mais aussi mettre en place une dissuasion totale par tous les moyens possibles. Et en même temps, utiliser cette pause pour tenter de mobiliser ses alliés afin d'améliorer sa position en matière de coalition ou de soutien international. Cela pourrait dissuader les États-Unis et Israël d'agir maintenant, mais cela ne garantit pas qu'il n'ait pas encore l'intention de tenter de provoquer un changement de régime en Iran. Donc cette option reste sur la table. Elle reste sur la table. Aucun de ces accords ne veut rien dire, Nima. C'est cette attitude de mafieux du genre « faisons un deal ». Il faut un traité multilatéral avec plusieurs garants, et les États-Unis doivent en être un signataire crédible, ce qu'ils ne sont tout simplement pas en ce moment. Cela laisse donc le monde dans une situation très instable et dangereuse, car les États-Unis, la principale superpuissance, sont incapables de conclure le moindre accord. Et même s'ils le pouvaient, tu sais Nima, il faudrait 6 mois à 1 an pour en finaliser un. Et tu sais, Trump aime fondamentalement mêler les négociations à des attaques militaires, ce qui complique encore davantage les choses. Oui, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour l'Iran. Ils doivent prendre position dès maintenant, et il semble qu'ils le fassent. Mais c'est aussi une question de vie ou de mort pour Israël, pour le régime de Netanyahou. Ils doivent montrer des progrès afin de rester au pouvoir. Et pour Donald Trump, c'est également une question de vie ou de mort, car s'il ne parvient pas à maintenir ce spectacle itinérant de guerre d'agression non déclarée, si cela s'enraye à un moment donné, il pourrait potentiellement s'effondrer sur plusieurs autres fronts internationaux. Je veux dire, il a déjà pratiquement déclaré la guerre au Danemark. Il essaye d'obtenir un règlement négocié en Ukraine. Et il a déclaré la guerre au Venezuela. Il aimerait déclarer la guerre ou faire quelque chose avec la Chine, mais il ne peut pas pour le moment. Et puis, bien sûr, il y a l'Iran. On en a tellement parlé en Amérique au fil des ans, surtout au cours des 12 derniers mois, qu'il y a des gens aux États-Unis qui sont tout simplement impatients de voir le pays bombardé et infliger beaucoup de souffrance et de destruction à l'Iran, sans autre raison que celle selon laquelle, dans les cercles néoconservateurs et la culture politique, cela est perçu comme quelque chose de bénéfique pour la paix mondiale, et vous savez, bon pour Israël, et que cela rendra, vous savez, la région à nouveau sûre. C'est l'argument de vente. C'est la propagande.
Il y a donc beaucoup de pression sur Trump pour que cette guerre ait lieu. Le Pentagone et les planificateurs militaires se grattent probablement la tête en se disant « ce n'est pas très simple. Vous n'allez pas pouvoir arriver en avion, kidnapper le dirigeant et faire une séance photo sur le chemin du retour avec la Delta Force. Ça n'arrivera pas. C'est totalement différent. Et ce n'est pas seulement que les États-Unis ne peuvent pas simplement se retirer. Quoi qu'ils fassent, Israël en subira les conséquences. Cela rend la situation encore plus complexe. Les États-Unis doivent alors se demander, cela vaut-il la peine de sacrifier toute ou la plupart de leurs positions militaires dans la région? Est-ce que cela en vaut la peine? Parce que c'est bien cela qui est en jeu en termes de risques pour les États-Unis, et ils sont énormes. Tu sais, Patrick, chaque fois qu'on parle de la Delta Force ici en Iran, je vois des forces tout aussi compétentes que la Delta Force. Peut-être même mieux préparées. C'est incroyable. Je ne vois pas la Delta Force faire quoi que ce soit ici en Iran. Ce serait un piège mortel pour eux s'ils venaient. J'espère vraiment qu'une telle chose n'arrivera pas, car ce serait extrêmement dévastateur pour tout le monde, pour toutes les parties concernées, à mon avis. L'autre chose, Patrick, c'est la situation entre l'Iran et la Russie. Nous avons déjà vu quelque chose de similaire. Je me souviens que pendant la guerre en Ukraine, nous avons observé comment cette situation avait renforcé la relation entre la Russie et la Chine. Je vois la même chose se produire maintenant entre l'Iran et la Russie. C'est incroyable ce qui se passe. Vous savez, quand on voit le chef du Conseil de sécurité iranien, une personne aussi importante, aussi influente, aussi proche du guide suprême, se rendre en Russie et s'entretenir avec Vladimir Poutine, cela montre à quel point la situation, la relation, le partenariat sont en train de se transformer en quelque chose que personne n'aurait pu imaginer auparavant. Et je ne sais pas si les États-Unis, je suis sûr qu'ils ont vu tout ce qui se passe, mais je ne sais pas s'ils comprennent l'ampleur de la réalité écrasante de ce qui se joue entre les deux pays. J'irais même jusqu'à inclure la Chine dans toute cette situation. Personne n'en parle vraiment, mais je pense que la Chine fait beaucoup, du moins en coulisses, pas au grand jour, où cela pourrait être visible. Et comment, en tenant compte de cela, en tenant compte de ce qui se passe, est-ce le moment où les États-Unis disent « La Russie, c'est fini, l'Iran, c'est fini ». Donald Trump parlait du fait que la Russie et l'Iran étaient, vous savez, dans une meilleure position, dans une meilleure situation, et que les États-Unis entretenaient de meilleures relations avec ces deux pays. En ce moment, selon moi, cette équation n'existe plus. Elle n'est plus là. Est-il encore possible pour Donald Trump d'agir pour améliorer cette situation, en tenant compte à la fois de l'Iran et de la Russie? Ou pensez-vous que c'est terminé, qu'ils ne reviendront pas en arrière, qu'ils ne vont pas, vous savez, changer de cap compte tenu de ces deux pays? Je ne pense pas que les États-Unis puissent changer de cap maintenant. Peut-être qu'ils auraient pu le faire il y a 1 an, peut-être même il y a 8 mois, 6 mois. Mais Donald Trump voudrait naturellement utiliser les négociations sur l'Ukraine comme levier s'il voulait empêcher Moscou de se rapprocher trop de l'Iran dans cette situation. Mais c'est terminé maintenant. Les États-Unis n'ont plus aucune influence sur les négociations en Ukraine. Ils n'ont rien réussi à obtenir. Rien de sérieux, rien de substantiel. Des discussions ont lieu. Zelensky et le régime de Kiev vacillent. Mais c'est vraiment, je pense, à cause de l'usure. Sa popularité déclinante et la lassitude face à la guerre dans le pays vont naturellement conduire même les Ukrainiens à une forme de règlement négocié, tôt ou tard. Donc, Trump n'a en réalité aucune carte à jouer.
De plus, les relations économiques entre l'Iran et la Russie, leurs futurs liens commerciaux, sont étroitement liés. Ces deux pays sont connectés par le corridor central et par l'avenir de cette route commerciale eurasienne reliant Moscou à l'océan Indien jusqu'à Mumbai. Et c'est absolument essentiel. L'Iran est le corridor central. L'Irak pourrait aussi, en quelque sorte, en faire partie, mais en réalité, l'Iran est le principal corridor central. Pour la Chine, les incitations économiques sont assez évidentes, puisqu'elle est le principal client et acheteur du pétrole iranien, qui alimente ses besoins énergétiques, et aussi grâce aux routes terrestres de la nouvelle route de la soie qui traverse la région. Il y a donc bien trop d'incitations dans la future relation économique entre la Russie, la Chine et l'Iran pour que des pots de vin, des menaces ou des pressions puissent y changer quoi que ce soit. À un certain moment, à mesure que la nouvelle route de la soie se développera encore davantage, l'Iran finira par devenir à l'épreuve des sanctions. À mesure que de nouveaux systèmes de paiement seront mis en place en Asie entre la Russie et la Chine, l'Iran en fera partie. Il l'est déjà par certains mécanismes. Ainsi, il finira par devenir à l'épreuve des sanctions et participera à une activité économique accrue avec l'Asie et la Russie. Et peut-être aussi avec la Turquie, car le rôle de la Turquie dans le conglomérat européen est très incertain, compte tenu de la direction que semble prendre l'Europe, déterminée à mener une guerre contre la Russie. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt de la Turquie. Les intérêts de la Turquie se tournent vers l'Est. Autrefois, ils étaient tournés vers l'Ouest. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Il n'y a aucune chance que l'Union européenne partage une frontière avec la Syrie et l'Iran. Ça n'arrivera tout simplement pas, ni avec l'Irak. Et puis la question kurde serait impossible à gérer. Donc il n'y aura pas d'adhésion de la Turquie à l'UMIRAB. L'adhésion de la Turquie à l'OTAN est également très incertaine, à mon avis, pour l'avenir. Il pourrait venir un moment où il ne serait plus dans l'intérêt de la Turquie de faire partie de l'Alliance. Pas maintenant. C'est probablement une bonne chose pour la Turquie, à l'heure actuelle, de faire partie de l'OTAN. Cela leur offre beaucoup de protection et de privilèges et leur permet d'être une sorte de charnière entre l'Est et l'Ouest. Mais à mesure que l'activité économique et la prospérité augmentent à l'Est, la Turquie voudra y jouer un rôle plus important. Et c'est l'un des pays qui pourrait vraiment en tirer parti, car elle possède tous les indicateurs économiques clés en matière de prospérité et de potentiel. La Turquie dispose de nombreuses ressources humaines, d'une industrie développée, du commerce, du transport maritime et de bien d'autres atouts, y compris en tant que centre énergétique. Autrement dit, elle a beaucoup d'avantages. Tout à coup, cette matrice que nous avons observée durant la seconde moitié du XXe siècle ne fonctionne plus. Elle n'est plus viable. De nouvelles configurations sont en train de se former. Mais en attendant, que vont faire les États-Unis et les Britanniques? Quel est le rôle des Américains, des Européens? Ce n'est pas de construire, c'est de saboter, de perturber. Cela semble être la somme totale de leur stratégie en ce moment. Perturber, saboter, endommager, attaquer, lancer des attentats terroristes. En réalité, ce que font les États-Unis, c'est du terrorisme d'État. C'est aussi ce que font les Israéliens dans toute la région. Donc vous savez, cela ne mènera à rien. Les pays arabes veulent construire. Ils veulent devenir des pôles d'innovation, des pôles d'intelligence artificielle, des pôles de commerce et d'échange, les Émirats, l'Arabie saoudite, les États du Golfe. Ils ont déjà tracé un avenir post-pétrole et ils travaillent dans ce sens. Et je pense qu'en toute franchise, l'Iran va jouer un rôle important dans cette dynamique. Donc vous savez, il y a beaucoup de choses qui jouent contre les États-Unis et Israël en termes de tendances historiques, de géopolitique et de développement. Cela va vraiment à l'encontre de cette vieille carte géopolitique hégémonique dirigée par le monde anglo-américain,
sur laquelle il s'appuie depuis 300 ans. Ce n'est plus pertinent. C'est complètement dépassé. Mais il continue de fonctionner avec ce vieux système d'exploitation. Et on le voit dans la politique, dans la rhétorique et les attitudes, et dans cette manière hautaine, coloniale, de parler de haut à tout le monde en Asie de l'Ouest, comme s'il n'était pas pleinement développé, comme s'il s'agissait, vous savez, de sociétés de second ou de tiers-monde. Et la façon dont l'Occident caractérise l'Iran est tout simplement incroyablement ridicule, presque caricaturale, vous voyez. Et de la même manière, regardez comment ils décrivent la Russie, comme si c'était un trou perdu, une station-service avec des ogives nucléaires. J'ai été à Moscou, Nima. Aucune ville européenne ne lui arrive à la cheville. Vraiment aucune. Moscou surpasse de loin n'importe quelle métropole européenne. Donc c'est bien plus qu'une station-service. De même, si vous allez réellement en Iran et que vous voyez la taille du pays, sa diversité, sa profondeur, et même Téhéran, cette mégalopole, il n'y a rien de comparable au Moyen-Orient, franchement. C'est donc de cela qu'il s'agit. Une bataille de perception. Et j'espère que la raison l'emportera, car je ne vois pas de bonne issue si les États-Unis et Israël mettent à exécution ce qu'ils ont promis de faire, ou ce qu'ils ont l'intention de faire, ou ce qu'ils veulent faire. Franchement, je ne vois de bonne issue pour personne. C'est pire pour les États-Unis en termes de maintien de leur position hégémonique dans la région. Et bien pire pour Israël. Bien pire pour Israël. Ils doivent donc peser tous ces éléments. Et peut-être qu'ils attendront et trouveront un moyen de penser qu'ils pourraient déjouer les défenses iraniennes et d'une manière ou d'une autre, neutraliser suffisamment l'arsenal de missiles de l'Iran pour obtenir un certain avantage stratégique à l'avenir. Mais pas maintenant. Cela ne se produira pas maintenant. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer à essayer, voyez-vous. Donc oui, pour revenir à ton point de départ, Nima, l'entrée de la Chine et de la Russie, alignée avec l'Iran, change beaucoup de choses. Cela étend l'équation de dissuasion beaucoup plus loin, beaucoup plus largement. Parce que ça ne pouvait pas se produire du jour au lendemain. Vous voyez, c'est un processus. Se rapprocher de ces deux pays. La Russie et l'Iran ont une histoire compliquée, vous savez, qui les a menés jusqu'à ce moment précis où ils sont désormais si proches l'un de l'autre. C'est fascinant à observer pour moi. Et pendant la guerre en Ukraine, nous parlions de ce qui se passait entre la Russie et la Chine. Pourquoi ils ne se rapprochent pas davantage? Qu'est-ce que c'est? Et tu vois que ça se produit en ce moment, facilement, à cause de la guerre, à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, à cause de l'attaque israélienne contre l'Iran. Tout a changé, Patrick. Tout a changé. Aujourd'hui, quand tu parles avec les politiciens ici, tu peux voir qu'ils sont vraiment différents. Des personnalités différentes, un état d'esprit différent. Tout est totalement différent. Et Patrick, avant de conclure cette session, comment vois-tu la situation en Ukraine? Où en sommes-nous maintenant? Steve Witkoff, comme tu l'as mentionné, il est actuellement le maître de toutes les forces étrangères des États-Unis. Mais quel est le résultat de ces négociations en Ukraine? Où en sommes-nous maintenant? Oui, je veux dire, Steve Witkoff est vraiment, je le qualifierais de responsable de l'accueil, un homme de relations publiques. C'est un peu comme si vous allez à Las Vegas et que vous entrez dans un casino, il y a un type en costume élégant pour vous accueillir, peut-être vous accompagner jusqu'aux salles de poker privées, vous offrir le dîner au restaurant. C'est Steve Witkoff. Il joue le rôle du concierge de Trump, pour ainsi dire, un diplomate officieux. Et c'est un homme très sympathique, affable, très accessible, il semble très amical, mais il n'y a pas beaucoup de profondeur. Ce n'est pas un diplomate chevronné. Je pense qu'il n'a aucune idée du type de stratégie et d'engagement que cela exige de toutes les parties, des partenaires dans les négociations.
Et nous parlons d'engagement, tenir le cap sur de longues périodes. Mais le problème, c'est qu'en Ukraine, et ailleurs d'ailleurs, partout où il a été déployé, son rôle dans les négociations avec l'Iran est un désastre, comme nous l'avons dit au début de l'émission. Et regardez Gaza, on ne peut pas faire plus répugnant que ça. C'est leur principale préoccupation. Steve Witkoff et Jared Kushner ont été placés à la Maison-Blanche pour s'occuper de la situation à Gaza au nom des intérêts israéliens. C'est leur raison d'être principale. L'Ukraine, c'est un à côté. Comme je l'ai déjà dit, la seule façon d'intéresser Witkoff et Kushner à un accord en Ukraine serait que les Russes leur promettent cette bande côtière à Odessa qu'ils pourraient transformer en hôtels et casinos. Ils seraient vraiment intéressés à ce moment-là. Mais à part cela, je ne pense pas que quoi que ce soit va bouger, parce qu'ils ont fait que négocier pour savoir comment négocier. Il n'y a aucune structure. Et c'est bien là le problème. L'inexpérience, le cosplay, le jeu de rôle en diplomate, ils y vont en essayant de négocier, pas 6 mois simplement à faire connaissance, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, et tout cela est très bien. La Russie les a menés par le bout du nez d'ailleurs. La Russie est très heureuse de les accueillir et tout le reste, mais elle ne prendra pas cela au sérieux, pas au point d'entrer dans le vif du sujet, tant qu'ils n'enverront pas Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État officiel. C'est censé être le principal diplomate du gouvernement américain, mais il est persona non grata. Il n'est même pas impliqué, car ils n'en ont pas les capacités. Aucun d'entre eux ne l'a démontré, et c'est parce qu'ils travaillent pour Trump. Parce que Trump n'est pas intéressé par l'élaboration de cadres de négociation, ni par un processus étape par étape qui mènerait à un accord contraignant. Trump n'est intéressé par rien de tout cela. Il veut simplement dire « Oh, je vais conclure un accord, puis te menacer jusqu'à ce que tu signes cet accord. » Ou bien, il se mettra très en colère, t'attaquera peut-être, puis reviendra pour te donner une autre chance de conclure un accord avec lui. Et il pourrait te menacer à nouveau, sinon militairement, du moins économiquement. Je veux dire, ce n'est pas de la diplomatie. C'est simplement du banditisme international. C'est bon pour les gros titres, pour la base de Trump, pour les va-t-en-guerre en Amérique. Mais ce n'est pas parce que ça fonctionne pour toi avec ta base aux États-Unis ou que ça marche sur Fox News que cela va te donner des résultats à l'international. C'est le problème auquel l'administration Trump se heurte. Elle a raté le coche. Maintenant, tout ce qui reste en Ukraine, Nima, ce sont les restes, en gros. Ils devront attendre et voir quels restes seront disponibles. Parce que, je veux dire, la Russie pourrait en théorie accepter n'importe quelle proposition, mais le modèle Witkoff, Trump, Kushner, c'est nous parlons aux Ukrainiens. Nous décidons que l'Ukraine leur remet un plan en 28 points ou en 70 points, peu importe. Et ensuite, les États-Unis disent, eh bien, nous acceptons le plan en 70 points de Zelensky. Voilà le titre. Trump est d'accord. Witkoff est d'accord avec Zelensky sur le plan en 70 points de l'Ukraine. Puis ils vont à Moscou, et Moscou regarde les 70 points et dit non, nous n'en acceptons aucun. Ou peut-être un ou deux, on renvoie les gars, et ça repart dans l'autre sens. Ils jouent à ce match de tennis depuis presque 1 an maintenant, et il est clair que cela ne mènera à rien. Donc, la Russie va simplement continuer à poursuivre ses objectifs sur le champ de bataille jusqu'à ce que la guerre d'usure prenne fin, jusqu'à ce qu'en réalité, l'Ukraine se rende. C'est à ce moment-là que cela se terminera. Et lorsque l'Ukraine viendra à la table par exaspération, sur la base de l'usure, et que la société ukrainienne ainsi que la pression politique deviendront si intenses sur ce président non élu, Volodymyr Zelensky, sur la Rada, sur l'extrême droite en Ukraine,
sur les ultranationalistes, jusqu'à ce que cette pression soit exercée par le peuple ukrainien et par la société dans son ensemble, et que les médias commencent à se retourner contre eux. Nous commençons déjà à voir cela d'ailleurs. On commence à entendre des voix dissidentes dans les médias ukrainiens, ce qui était illégal il y a encore un an. C'était illégal de faire cela. C'était de la trahison. L'Ukraine devra donc en venir, à ce stade, à des conditions de reddition, en somme. Et on continue de voir ces manœuvres désespérées des Britanniques, des Européens, des Américains, pour tenter de sauver ce désastre et dire, eh bien, nous allons envoyer des troupes. Et vous savez, faisons une pause ici. Nous enverrons des troupes de l'OTAN, des troupes françaises, une coalition multinationale, peu importe. Ils ne cessent d'élaborer ces propositions, de signer des protocoles d'accord et des promesses d'adhésion future à l'OTAN, toutes ces choses, pour essayer de contenter tout le monde. Oh, voici des armes, voici de l'argent. Mais cela ne mènera à rien de concret. Et ce n'est pas le cas. Tous les camps sont pris dans cette immense erreur de raisonnement liée au coût irrécupérable, politiquement parlant. Les Européens, l'OTAN, les États-Unis, les Britanniques, l'Ukraine, ce qu'il reste de l'Ukraine occidentale. Il y a tellement de coûts déjà engagés que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est continuer à nourrir leurs bases respectives avec une couverture médiatique positive, en disant que ce n'est pas si grave. Ce n'est pas qu'ils essayent de dire « nous allons gagner maintenant ». C'est juste, ce n'est pas si grave. C'est l'impression qu'ils doivent donner. Et donc je pense qu'à ce stade, Nima, la Russie a déjà intégré tout cela dans ses calculs. En réalité, ils l'avaient anticipé depuis longtemps. Ils ne font que suivre la procédure. La Russie, comme l'Iran, est prête à des négociations sérieuses si elle a de véritables partenaires. Mais il n'y en a pas. Ils ne sont pas encore des partenaires de négociations sérieux. Ils le deviendront peut-être un jour. Mais en l'absence de véritables partenaires, on se retrouve simplement dans une situation de guerre mouvante. Cela se terminera comme cela se terminera, et il y aura finalement un accord. Mais un camp n'aimera probablement pas le résultat, car il ne participe à aucune diplomatie véritable. Et les États-Unis n'ont pas voulu la paix. Les Européens n'ont pas voulu la paix. Les Ukrainiens n'ont pas voulu la paix. Ils essaient d'imposer des garanties de sécurité à la Russie. Enfin, il faut être sérieux. Ils continuent donc à se débattre avec tout cela, s'accrochant encore au même discours qu'ils recyclent depuis toujours, sans que cela ne les mène nulle part. À un moment donné, ils cesseront d'utiliser ces mots. Et je pense que lorsque la presse occidentale s'y mettra, eh bien, il y a déjà un consensus dans les médias occidentaux dominants, selon lequel c'est une cause perdue. L'Ukraine a perdu. Il n'y a aucune chance qu'elle gagne. Ils admettent donc tardivement que l'Ukraine va se retrouver lésée et qu'il va simplement falloir l'accepter. La question est, à quel point court? Et ça, vous savez, je pense qu'ils ont vraiment perdu toute opportunité. Je pense qu'en ce moment, si la Russie ne parvient pas, par exemple, à sécuriser la côte sud près d'Odessa, alors elle s'expose vraiment à devoir mener potentiellement une autre guerre dans 10 ans, et cette fois contre l'OTAN. Donc ça ne va pas vraiment fonctionner pour la Russie, ni pour la Crimée. On pourrait voir, et c'est ainsi que les guerres se terminent. C'est ainsi que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée. Elle s'est achevée comme un éclair, très rapidement. Sur le front de l'Est, dans le Pacifique aussi, on peut observer l'incroyable victoire que la Russie a remportée sur le terrain contre le Japon en août, je crois que c'était en août 1945, tout à la fin de la guerre, à peu près au moment où les bombes atomiques ont été larguées. Et il en a été de même pour le front de l'Est contre l'Allemagne en Europe. L'effondrement a été rapide parce qu'il s'agissait d'une guerre d'usure.
La Russie a toujours été prête à mener une guerre d'usure, historiquement. Et la fin, c'est une blitzkrieg. On assiste simplement à l'effondrement rapide de son adversaire, et tout le monde est surpris. Mais c'est absolument la stratégie russe. On pourrait donc voir une offensive très rapide sur Mykolaïv et Odessa, par exemple, qui prendrait beaucoup de gens au dépourvu. Cela coïnciderait avec un effondrement du moral du côté ukrainien, ainsi qu'avec une désorganisation militaire dans la structure de commandement, un manque de cohésion dans l'ensemble de l'appareil militaire ukrainien. Et c'est généralement ce qui se produit dans la guerre combinée, dans une guerre terrestre conventionnelle. Je m'attends à ce que ce soit ce qui se passe ici. Donc je veux dire, si aucun accord n'est conclu, ou s'ils ne parviennent pas à convaincre la Russie d'appuyer sur le bouton pause, la Russie pourrait très facilement avancer jusqu'au fleuve Dniepr et à Odessa très bientôt. Et à ce moment-là, ça change complètement la carte stratégique de l'OTAN, en gros. Ce serait une énorme perte pour l'OTAN. Et, oublions l'Ukraine. C'est désormais un État fracturé, potentiellement un État en faillite ou un État résiduel à ce stade. Donc, trop de choses à gérer pour les États-Unis, pour Steve Witkoff, l'homme magique, Steve Witkoff, trop de choses en même temps. Et une seule de ces choses compte vraiment pour lui et pour l'administration Trump, et c'est Israël. Le reste, comme je l'ai dit, n'est qu'une activité secondaire pour eux, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas obtenu de résultats très positifs non plus. Oui, exactement. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir comme toujours. Oui, c'est un plaisir d'être avec toi, Nima.